Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis Lena Petrova et voici un nouvel épisode du podcast World Affairs in Context. Aujourd'hui, nous recevons José Luis Granados Ceja. José Luis est journaliste et analyste politique. Il est cofondateur du podcast Soberania et collaborateur de Dropside News. José Luis, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de parler de cette situation d'une importance cruciale à Cuba en ce moment. Absolument. Depuis que j'ai lu votre excellent article récemment publié dans Dropside News sur la crise à Cuba, j'attendais avec impatience de pouvoir échanger avec vous pour discuter de la catastrophe humanitaire qui s'y déroule et du contexte géopolitique plus large qui l'alimente. Trump a menacé de sanctions tout pays qui tenterait d'aider Cuba, et des rapports indiquent que l'île ne disposerait plus que d'environ 15 jours de carburant. José Luis, pourriez-vous nous présenter la situation et nous aider à comprendre ce qui se passe à Cuba face au blocus imposé par Trump? Je pense que le meilleur point de départ est de dire qu'il s'agit en réalité du durcissement d'un blocus déjà existant, qui constitue essentiellement la politique des États-Unis depuis le triomphe de la révolution cubaine au siècle dernier. Nous assistons donc littéralement à des décennies d'efforts visant à asphyxier l'économie cubaine, avec pour objectif clair de saper le soutien à la révolution cubaine et de tenter de renverser le gouvernement en place. D'abord celui de Fidel Castro, puis de son frère Raúl, et aujourd'hui celui de Miguel Díaz-Canel. L'objectif est clair. Il s'agit de tenter d'imposer des changements sur l'île, car Cuba a toujours joué un rôle très important dans l'imaginaire de la gauche latino-américaine. Je pense qu'une grande partie de ce que nous observons aujourd'hui est liée à cela, notamment avec des acteurs comme Marco Rubio à la Maison-Blanche, qui est pratiquement obsédé par persuader de renverser la révolution cubaine. Et c'est parce que cela a toujours été une source d'inspiration pour l'Amérique latine. Vous savez, ici en Amérique latine, nous disons souvent que c'est le premier territoire libre de la région. Et par là, nous voulons dire qu'il a su briser les chaînes de l'impérialisme américain, qui, avant la Révolution, sapait toute possibilité de développement humain ou de progrès pour le peuple cubain. Et donc, vous savez, nous avons aujourd'hui cette politique de blocus pétrolier. Et c'est bien le terme approprié. C'est un blocus. Il est appliqué par la puissance militaire des États-Unis, par le déploiement de la marine américaine et le soutien du Pentagone, afin d'empêcher le carburant d'arriver à Cuba. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, ce que nous voyons, c'est une catastrophe humanitaire provoquée par l'homme qui est en train de se dérouler. Ce n'est pas quelque chose qui résulte, comme le prétendent les États-Unis, d'une mauvaise gestion de la part des responsables cubains ou d'un problème structurel du système politique ou économique cubain. C'est parce que les États-Unis cherchent à saper le soutien à l'intérieur du pays et n'ont cessé d'intensifier la pression. Vous savez, il y a eu un moment pendant le mandat d'Obama, une détente, où il semblait qu'une nouvelle relation allait s'établir après des décennies d'efforts des États-Unis pour renverser la révolution cubaine et enfin entrer dans une nouvelle ère. Eh bien, cela n'a pas duré très longtemps, car dès que Trump est arrivé au pouvoir, il a pratiquement tout annulé. Et maintenant, lors de son second mandat, il a imposé de nouvelles mesures qui ont encore aggravé la situation. À titre d'exemple, le blocus américain, et je pense qu'il est important de préciser pourquoi nous l'appelons un blocus et non un embargo, comme ils le font, s'explique par le fait qu'il s'applique de manière extraterritoriale. Ce n'est pas que Cuba ne puisse pas commercer avec les États-Unis. Ce serait une chose. Si le gouvernement des États-Unis prend cette décision,
Eh bien, je suppose qu'il en a le droit. Ce qui se passe, c'est que les États-Unis essaient d'imposer cela de manière extraterritoriale, en tentant d'empêcher d'autres pays de participer à tout type de commerce ayant le moindre lien avec les États-Unis. Autrefois, tout produit contenant 25% ou plus de composants américains était soumis aux réglementations américaines interdisant son importation à Cuba. Trump a abaissé ce seuil à 10%, rendant pratiquement impossible l'obtention de certains biens, car les produits américains sont omniprésents et il est très difficile de respecter ce seuil. Mais bien sûr, maintenant nous parlons de ce blocus. Empêcher le pétrole d'entrer dans le pays par la force militaire et les menaces militaires. Vous savez, vous avez mentionné les sanctions potentielles. Eh bien, en gros, Trump a dit au pays qu'il ne pouvait pas vendre de pétrole à Cuba sous la menace de lourds tarifs économiques. Dans le cas du Venezuela, ils ont littéralement utilisé leur présence militaire dans les Caraïbes pour empêcher tout pétrole vénézuélien d'y parvenir. Et c'est en réalité le cas depuis un certain temps déjà. Évidemment, le Venezuela a connu ses propres difficultés politiques particulières au cours des dernières années et il n'a pas été en mesure de fournir autant. Fait intéressant, le pays qui a pris le relais pour fournir du pétrole à Cuba a été le Mexique. Ainsi, cette menace de tarifs douaniers visant tout pays qui fournit du pétrole à Cuba s'adresse essentiellement au Mexique, avant tout. Vous savez, le Mexique est en pleine négociation très sensible autour de l'AEUMC et il a dû prendre la malheureuse décision de suspendre ses ventes de pétrole à Cuba par crainte de représailles économiques des États-Unis, ce qui, il faut le dire clairement, serait dévastateur pour le Mexique. C'est la première relation commerciale que ce pays entretient avec les États-Unis. Alors à la place, ils ont envoyé de l'aide humanitaire, ce qui à mon avis est important, car cela envoie un signal de soutien. Mais en substance, si la situation ne change pas, les choses pourraient devenir très, très dramatiques à Cuba, comme elles le sont déjà. Nous assistons déjà à un rationnement sévère. Les rues de la Havane, la capitale, où beaucoup de gens ont peut-être déjà visité, commencent maintenant à se remplir d'ordures, car l'État cubain n'a plus de carburant pour les camions poubelles. Et bien sûr, cela ouvre la porte à de potentiels foyers d'infection. Cela nuit évidemment à l'image du pays. Et ce n'est qu'un exemple. Je veux dire, s'il manque de pétrole, les hôpitaux ne pourront plus fonctionner. Les enfants ne pourront plus aller à l'école. Les taxis ne pourront plus emmener les gens à leur rendez-vous. Ce serait essentiellement une situation où le pays serait figé dans le temps. Et c'est pourquoi il est si important de résister à cela, car c'est simplement les États-Unis qui imposent leur volonté pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, bien sûr, amener les Cubains à s'aligner sur la politique américaine dans la région. Oui, et je suis complètement d'accord avec toi. Et bien sûr, Marco Rubio a déclaré ouvertement qu'il aimerait voir un changement de régime à Cuba. C'est choquant d'entendre cela de la part d'un responsable gouvernemental, pas seulement d'un responsable du gouvernement américain, mais tu sais, idéalement, on ne devrait vraiment pas entendre cela de la part d'aucun pays qui se vante de sa capacité à infliger suffisamment de dégâts pour déstabiliser un État au point qu'il y ait tellement de pression interne que certains gouvernements ne puissent plus se maintenir. Donc oui, c'est choquant d'entendre cela de la part de Marco Rubio, mais bien sûr, ce n'est pas surprenant de voir certains acteurs au sein de l'establishment de la politique étrangère américaine instrumentaliser des choses comme la faim ou l'accès aux infrastructures médicales afin d'atteindre leurs objectifs politiques. Depuis des décennies, Washington impose des sanctions économiques paralysantes à la Syrie et à l'Iran qui visent principalement les populations civiles. C'est la même chose qu'ils font à Cuba, tenter de déstabiliser le pays de l'intérieur,
est de provoquer un changement de régime. Ce blocus continu de Cuba, et c'est bien un blocus, n'est qu'une partie d'un cycle sans fin de violence impérialiste. Mais affaiblir Cuba ne ferait que créer davantage de réfugiés et plus d'instabilité dans la région. Alors, quel est le but final ici? Que cherchent réellement à accomplir certains acteurs à Washington? Eh bien, je pense que vous avez tout à fait raison. Je veux dire, l'impact meurtrier des sanctions américaines a été généralement sous-estimé. Ce sont une arme de guerre. Vous savez, dans l'un des endroits où je travaillais auparavant, nous avons publié un livre sur les sanctions contre le Venezuela, par exemple. Et le titre de ce livre était « Une guerre sans bombe ». C'est essentiellement une mesure mortelle qui coûte réellement des vies. Maintenant, en ce qui concerne l'objectif final ici, dans le cas de Cuba, nous savons ce qu'ils veulent. Ils veulent un changement de régime. Marco Rubio l'a dit explicitement. Chaque fois que je parle de Cuba dans une émission, je mentionne que même dans sa propre autobiographie, il admet qu'il fantasmait autrefois de diriger une armée d'exilés cubains pour envahir le pays, renverser le gouvernement et s'installer lui-même comme président. Il est obsédé par cette idée. Cela tient en grande partie au fait que, d'où vient-il? Il vient de Miami. C'est le cœur de ces politiques anti-cubaines virulentes qui, à bien des égards, malgré leur faible nombre, ont une influence disproportionnée et parviennent à peser sur la politique étrangère des États-Unis. Comme je l'ai dit, nous avons eu ce bref moment où il semblait que la situation allait changer, mais elle est ensuite revenue à l'ancienne relation. Donc nous savons ce qu'ils veulent. Maintenant, tu as raison sur un point. Si cette situation, s'il provoque le genre de chaos qu'un changement de régime engendrerait inévitablement à Cuba, cela mènerait sans aucun doute à une vague de migration. En réalité, le renforcement du blocus américain contre Cuba a déjà poussé un nombre important de personnes à quitter le pays en raison de l'impact économique de ces politiques. On estime qu'environ 3 ou 4 millions de Cubains ont émigré au cours des dernières années à cause de la situation que traverse actuellement l'île. Une tentative de changement de régime serait dévastatrice et engendrerait le chaos. Je dis cela parce que, par exemple, nous venons de voir ce qui s'est passé au Venezuela. Et au Venezuela, il est clair qu'ils sont parvenus à un nouvel accord avec l'administration intérimaire après avoir tenté d'évincer Nicolás Maduro. Et cette nouvelle compréhension, je pense, est venue en grande partie du fait qu'ils ont réalisé que s'ils essayaient d'imposer un leader de l'opposition comme María Corina Machado, par exemple, cela aurait été une situation très difficile à gérer. Avant tout, les États-Unis s'intéressaient à permettre la pénétration du capital pétrolier américain au Venezuela et à utiliser l'exportation de pétrole comme instrument géopolitique. Vous savez, on a vu que le pétrole vénézuélien est désormais envoyé vers des endroits comme Israël. Ce n'est pas le Venezuela qui le fait, car les États-Unis contrôlent en réalité les clients, ou même vers des pays comme l'Inde, afin de les amener à réduire leur dépendance au pétrole russe, par exemple. Tout cela faisait donc partie de leur réflexion, et ils comprenaient qu'ils avaient avant tout besoin de stabilité au Venezuela. C'est pourquoi ils ont décidé de collaborer avec Delcy Rodriguez, la vice-présidente exécutive, aujourd'hui présidente par intérim, afin de tenter de garantir cette stabilité. Ce scénario n'est pas possible à Cuba. La révolution cubaine dure depuis bien plus longtemps. Elle a bien sûr triomphé en 1959 et elle est aujourd'hui profondément enracinée dans la société, au sein de la société civile et des forces armées. Donc, un scénario dans lequel quelqu'un, disons, issu des rangs intermédiaires de l'administration cubaine, pourrait émerger et jouer un rôle à la manière de Delcy Rodriguez, quelqu'un en qui il pourrait avoir confiance pour assurer la stabilité, ça n'existe pas à Cuba. Ce que l'on aurait, ce serait le chaos.
une situation très difficile à maîtriser. Et bien sûr, les Cubains défendent aussi leur souveraineté. Ils défendent leur révolution. Et si les États-Unis intervenaient pour tenter de renverser le régime, eh bien, ce serait une situation où le peuple défendrait son pays, ses intérêts et sa direction, ce qui créerait évidemment beaucoup de problèmes. Et comme vous l'avez dit, cela conduirait également en général à un exode de population. Et c'est quelque chose, je pense, qui les pousse à marquer une pause, à réfléchir un peu jusqu'où ils sont prêts à aller. On les voit parler en ce moment d'une frappe militaire contre l'Iran. Cela pourrait arriver à tout moment. Mais ils n'en parlent pas de la même manière lorsqu'il s'agit de Cuba, parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas assumer cela. Ils ne veulent pas être ceux qui auront provoqué une nouvelle crise des réfugiés dans cet hémisphère, comme ils l'ont fait au Venezuela, avec leurs mesures coercitives unilatérales et leurs sanctions qui ont poussé des millions de personnes à quitter ce pays également. Donc je pense que c'est ce qui les empêche réellement d'aller jusqu'au bout. Néanmoins, ils ont bel et bien des intérêts là-bas. Je pense qu'ils veulent envoyer un signal à la région, dire que même la révolution cubaine n'est pas à l'abri de l'impérialisme américain. Montrer qu'ils peuvent exercer ce type d'autorité pour abuser et punir les gens, la population cubaine, par le biais d'une punition collective, ce qui constitue un crime de guerre. Et je soupçonne aussi qu'une partie de tout cela vise une fois de plus à essayer d'exclure le capital américain de certains secteurs à l'intérieur de Cuba. Vous savez, le tourisme est aujourd'hui un secteur vraiment important pour l'économie cubaine. Il a évidemment beaucoup souffert, surtout depuis la pandémie. Et dans la situation actuelle, les avions ne peuvent malheureusement pas se ravitailler en carburant à Cuba. Et donc, nous avons constaté une baisse du tourisme. Mais ils veulent, vous savez, qu'au lieu que des entreprises espagnoles construisent des hôtels, ce soit des entreprises américaines qu'ils fassent ou que des familles cubaines rentrent à Cuba. Oui, je pense qu'une grande partie de cela est également motivée par ce que nous avons vu en matière de politique américaine envers d'autres pays. C'est-à-dire, vous savez, la mentalité de Stephen Miller. Il faut faire partir tous ces Latino-Américains des États-Unis. Il y en a trop. Ils ont clairement une mentalité nationaliste blanche. Et je pense qu'une partie de leurs attentes est que s'ils parviennent à conclure un accord avec Cuba, cet accord inclurait le rapatriement de milliers, voire de millions de Cubains qui vivent actuellement aux États-Unis. Y a-t-il actuellement un engagement diplomatique direct entre Washington et le gouvernement cubain à un niveau élevé pour éviter un effondrement total des infrastructures de Cuba? Infrastructures que l'on sait obsolètes précisément à cause de la politique étrangère des États-Unis et de leur tentative d'anéantir tout ce qui se trouve sur leur chemin pour changer le gouvernement cubain? Ou bien existe-t-il essentiellement un manque de compréhension ou un manque de communication entre Washington et le gouvernement cubain en ce moment pour éviter une catastrophe humanitaire qui semble imminente? C'est une excellente question, car si vous écoutez Trump, on a l'impression que des discussions sont en cours. Il parle du fait que Rubio est en contact avec des responsables de haut niveau. Nous avons publié un rapport fondé sur des sources au sein des gouvernements américains et cubains, confirmant qu'aucune négociation de haut niveau n'a lieu en ce moment. Il y a bien quelques échanges de communication, mais rien qui atteigne le niveau d'un véritable dialogue. En fait, l'un des articles affirmant que ces discussions avaient lieu citait un responsable du ministère des Affaires étrangères ici au Mexique, Efraín Valderrama, et une autre source a confirmé que non, Valderrama n'est pas impliqué. Il ne joue pas le rôle de médiateur. Le Mexique a proposé de le faire, mais ce n'est pas ce qui se passe.
Nous avons donc ces rumeurs qui circulent et Trump lui-même en parle, alors qu'en réalité, il n'y a aucune discussion de haut niveau en cours. Il est vraiment important de se rappeler que lorsqu'il s'agit des relations entre Cuba et les États-Unis, pour les Cubains, ces échanges ne se tiennent qu'au plus haut niveau. Il n'y a pas de négociation intermédiaire, comme on en voit souvent entre deux États, où les détails sont réglés avant que les grands décideurs n'interviennent. Ce n'est pas le cas avec Cuba. Comme c'est un sujet très sensible pour eux, tout est traité au plus haut niveau. C'est une déclaration du sous-secrétaire aux Affaires étrangères, Gocio, lui-même. Il le confirme et il a également précisé qu'aucune discussion n'a lieu pour le moment, ce qui confirme nos informations. Encore une fois, il y a des rumeurs d'un possible contact entre le petit-fils de Raúl Castro et des membres de la CIA, mais ce ne sont que des rumeurs. Malheureusement, personne n'a encore osé demander directement à Trump. Eh bien, il y a des informations qui disent que Rubio te ment, qu'il n'y a en réalité aucune conversation en cours. Et tant que personne ne prendra la peine de demander directement à Trump, es-tu sûr de recevoir les bonnes informations de Marco Rubio? Nous ne le saurons pas vraiment. Mais sur ce point, pourquoi Marco Rubio mentirait-il? Pourquoi aurait-il essayé de cacher des informations à Trump ou de lui faire croire que des discussions avaient lieu alors que ce n'était pas le cas? Eh bien, je pense que cela fait partie de sa logique. Il a dû accepter une situation qui n'était pas idéale pour sa vision politique. En ce qui concerne le Venezuela, il a été un fervent défenseur de María Corina Machado et plus largement de l'opposition vénézuélienne, la plus dure, cherchant un moyen de les amener au pouvoir. Cela ne s'est pas produit, comme nous venons de le dire. Il a donc dû, en quelque sorte, encaisser cette défaite. Mais sur la question de Cuba, il pousse fort. Il veut un changement de régime là-bas, et je pense qu'il cherche encore à en maintenir la possibilité en veillant à ce que cette option ne soit pas écartée. Tout cela revient à dire, en somme, que s'il parvient à convaincre Trump que des discussions ont lieu, mais qu'elles n'aboutissent à aucune percée, alors il peut dire à Trump, eh bien, vous devriez probablement prendre des mesures plus radicales. Vous pouvez prendre une décision plus radicale. Ces Cubains ne sont pas disposés à coopérer avec nous. Vous allez devoir, vous savez, envisager l'option militaire, par exemple. C'est l'hypothèse sur laquelle nous travaillons ici. Pourquoi il pourrait être flou ou peu transparent sur ce qui se passe réellement. Et pour conclure sur cette question, je dirais que les Cubains ont été très clairs. Ils veulent discuter. Ils sont prêts à venir à la table, à parvenir à un accord. Évidemment, ils ne sont pas prêts à renoncer à leur souveraineté. Ils ne sont pas disposés à changer leur modèle politique ou économique. Ils ne vont pas réécrire leur constitution simplement parce que les États-Unis l'exigent. Mais un accord peut être conclu. Trump n'est pas, vous savez, un idéologue pur et dur. Il a certaines idées qui, je pense, sont bien établies et nous avons vu comment elles se traduisent en matière de politique. Mais je pense que c'est le genre de personne qui, si on lui présentait un accord convaincant, l'accepterait. Et cela pourrait peut-être mener à la percée que le peuple cubain souhaite clairement. Avoir simplement une relation normale avec les États-Unis en tant que deux pays égaux, afin que les États-Unis puissent enfin lever ce blocus et permettre à Cuba de commercer avec le Mexique, par exemple, et d'obtenir son pétrole de ce pays. Très intéressant. Et bien sûr, Marco Rubio est une figure centrale dans cette affaire. Il semble qu'il soit fortement influencé par un certain groupe d'intérêts en Floride lié à Cuba et qui pousse cet agenda. Pourriez-vous parler un peu du lien entre le lobby floridien et la campagne de Marco Rubio, visant peut-être à désinformer Trump sur la situation réelle, non seulement à Cuba, mais aussi sur l'absence de dialogue en cours entre Cuba et
Tu sais, c'est intéressant. Marco Rubio se présente toujours comme le fils d'exilés cubains et il a été un peu vague sur l'histoire de sa famille, car il s'avère qu'il est en réalité né aux États-Unis. Mais ses parents n'ont pas quitté Cuba à cause de Castro ou de la révolution cubaine. Ils sont partis des années plus tôt sous le régime du dictateur de droite Batista, soutenu par les États-Unis. Il a donc un peu laissé entendre qu'il était, comme ces autres personnes ici en Floride, farouchement anticommuniste parce qu'elles ont dû tout abandonner à Cuba pour venir aux États-Unis, alors que ce n'est pas vraiment le cas dans sa situation particulière. Et cela montre à quel point il est important pour les politiciens en Floride de se positionner comme des militants anticommunistes fervents. Et tu as raison, la Floride est le centre de ce type de pensée. And you're right, Florida is the nexus of this kind of thinking. And you can see it in some of their other representatives. Et on peut le voir chez certains de leurs autres représentants. Par exemple, Maria Elvira Salazar. Elle est en campagne. Elle sent littéralement le sang. Elle a le sentiment que c'est le moment où ils peuvent réellement renverser la révolution cubaine. Elle publie des choses du genre « Oui, la souffrance nous fait vraiment mal à tous, mais cela en vaut la peine pour le prix de la liberté. » Je paraphrase, mais c'est leur façon de penser. Ils sont tout à fait prêts à voir des bébés mourir dans des incubateurs faute d'électricité, si cela signifie la liberté, entre guillemets, pour Cuba. Et c'est pareil pour d'autres, comme Carlos Giménez, par exemple. L'autre jour, il a publié une image générée par IA censée montrer la chair à pâté faite des 32 Cubains tués de sang-froid au Venezuela alors qu'il protégeait Nicolás Maduro. Je veux dire, ce type dit qu'il est cubain. Il dit être né à Cuba. Ce sont vos compatriotes. Bien sûr, peut-être que vous êtes à des extrémités différentes du spectre idéologique, mais ils sont morts au service de leur pays et au service du Venezuela. Ce sont aussi vos ressortissants cubains. Afficher une image les représentant comme de la viande hachée, il y était littéralement écrit « fabriqué au Venezuela » est profondément offensant. Je veux dire, c'est ainsi qu'ils pensent. Que tuer des gens au Venezuela et s'en vanter est d'une certaine manière une position politique acceptable, parce que c'est à quel point la pensée anticommuniste est véhémente et agressive en Floride. Je veux dire, ce genre de choses dans une partie du monde plus sensée serait évidemment accueilli avec beaucoup de rejet, parce que c'est grotesque, à mon avis. Mais c'est ainsi qu'ils pensent. Et de toute évidence, c'est l'état d'esprit prédominant parmi les politiciens de Floride, et cela a vraiment un effet considérable. Je pense qu'un autre point important à prendre en compte est l'équilibre actuel des forces au Congrès américain. Ils peuvent exercer encore plus d'influence qu'ils n'en ont déjà, en raison du fragile équilibre à la Chambre basse. Ils ont besoin de ces votes venus de Floride, donc il y a souvent beaucoup d'accords conclus avec ces mêmes représentants pour obtenir leur soutien sur des projets de loi clés, par exemple autour du grand et magnifique projet de loi qui a été un sujet majeur de discussion. Vous savez, il y a un an, avec la loi phare de Trump, ils ont rencontré une certaine résistance de leur part et ils ont essentiellement dit « Vous devez nous donner quelque chose en retour, n'est-ce pas? Vous devez le faire, parce que vous n'êtes pas disposés à faire ce que nous voulons en matière de politique envers l'Amérique latine. Si vous voulez nos votes, vous devez faire cela. » Et donc, ils ont pu tirer parti de cette influence qu'ils détiennent en raison de la très faible majorité dont disposent les républicains au Congrès. Et ils l'ont utilisée de manière assez efficace. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle on voit quelqu'un comme Marco Rubio à la Maison-Blanche, qui est non seulement le secrétaire d'État, mais aussi le conseiller à la sécurité nationale, tient à l'influence de ces groupes.
Le gouvernement de Cuba, dirigé par Díaz-Canel, a effectivement déclaré qu'il était ouvert à un dialogue avec les États-Unis, vous l'avez mentionné aussi, et cela m'a en fait rappelé que Nicolás Maduro aurait écrit une lettre à Trump pour renouer le dialogue avec les États-Unis. Il aurait proposé à Washington un accès aux ressources naturelles du Venezuela. Bien sûr, cela n'a pas suffi. Et cela n'a pas empêché l'attaque de Trump contre la souveraineté du Venezuela, ni la tentative d'enlèvement de Maduro et de Cilia Flores. Cela m'a donc fait penser qu'avec Cuba, il n'y a probablement pas grand-chose qui puisse arrêter Washington dans sa poursuite du changement de régime. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion à ce sujet? Je pense que le succès, si l'on peut l'appeler ainsi, de l'opération américaine au Venezuela a vraiment enhardi la Maison-Blanche. Ils ont le sentiment de pouvoir repousser les limites de ce qui est possible pour leurs objectifs de politique étrangère dans la région. Je pense qu'il est important d'analyser cela, car si l'on regarde des documents comme la stratégie de sécurité nationale publiée il n'y a pas si longtemps, on voit clairement qu'elle indique une réorientation de l'attention vers cet hémisphère, vers l'Amérique latine, vers l'hémisphère occidental. Mon hypothèse est qu'il s'agit d'un repli stratégique. Je pense qu'ils ont compris que la lutte pour l'hégémonie mondiale ne peut pas être gagnée pour le moment. Ils ont un rival de même niveau en Chine. La Chine exerce une influence extraordinaire dans le monde entier, mais tout particulièrement en Amérique latine. Il n'y a qu'une poignée de pays. De mémoire, je crois qu'il s'agit du Paraguay, de la Colombie et du Mexique, dont le principal partenaire commercial est les États-Unis. Pour pratiquement tous les autres, c'est la Chine. Ils ont donc décidé de se replier stratégiquement afin de tenter de reconstruire leurs forces pour, à un moment donné dans l'avenir, contester à nouveau l'hégémonie mondiale, n'est-ce pas? Ils n'abandonneront pas ce combat. Et donc, vous savez, ils mènent ce genre d'action. Ils sont intervenus, par exemple, dans les élections au Honduras et en Argentine. Ils sont heureux de voir certains des résultats obtenus ailleurs, comme au Chili, où un acteur d'extrême droite est sur le point de prendre ses fonctions. Ils en veulent donc encore plus. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle nous voyons ces actions agressives contre Cuba est liée à cela, au sentiment qu'ils peuvent s'en tirer. Ils vont continuer à avancer dans cette direction en essayant d'exercer de plus en plus d'influence dans la région. Et je pense qu'une partie de cela exige une certaine autocritique de la part des dirigeants de la région, car il est clair que les institutions censées protéger la paix et la souveraineté dans cet hémisphère ont totalement échoué. Vous savez, ils n'ont pas su être à la hauteur. Nous connaissons évidemment l'OEA. Fidel Castro lui-même l'appelait le ministère des colonies des États-Unis. Ce n'a donc jamais vraiment été une institution au service des peuples d'Amérique latine. Mais nous avons vu en ce siècle la création de la CELAC, la Communauté des États latino-américains et caribéens. Où est la CELAC? Pourquoi n'ont-ils pas été capables d'adopter une position ferme à ce sujet, alors que nous avons assisté à l'enlèvement d'un chef d'État en exercice, alors que nous avons vu une campagne d'exécution extrajudiciaire, qualifiée comme telle par des experts de l'ONU dans les Caraïbes et le Pacifique oriental? Alors, où est le leadership dans tout cela? Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle les États-Unis se sentent enhardis, c'est qu'ils n'ont pratiquement rencontré aucune résistance. Il y a eu des déclarations, des condamnations, mais au final, rien n'a vraiment été fait pour affecter concrètement leur capacité matérielle à continuer de mener ce genre d'action. Et comme je l'ai dit, ils se sentent encouragés, donc ils vont continuer à repousser les limites. Et vous savez, on l'a vu juste après l'enlèvement de Maduro. Ils ont parlé de s'en prendre à Cuba, à la Colombie, au Nicaragua, au Mexique. Qui sait qui sera le prochain?
Et c'est en partie pour cela que je trouve si frustrant que nous n'ayons pas vu ce leadership régional se manifester, car cela ne s'arrêtera pas avec Cuba. Ils vont continuer, surtout s'ils réussissent à atteindre leurs objectifs politiques à court terme ici, dans cette région, n'est-ce pas? S'ils parviennent à perturber la vie quotidienne comme ils le font à Cuba, pourquoi ne tenteraient-ils pas de le faire ailleurs? Et plus précisément, dans le cas du Mexique, par exemple, nous savons que Donald Trump regrette de ne pas avoir bombardé le territoire mexicain pendant son premier mandat. Il l'a dit lui-même. Il aurait voulu le faire. Il y a tellement de personnes dans son entourage qui souhaitent mener une action militaire unilatérale à l'intérieur du territoire mexicain. Le fait que cela ne se soit pas produit est en réalité à mettre au crédit de la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, qui a clairement indiqué, lors de toutes ces conversations régulières entre Mexico et Washington, qu'il s'agissait d'une ligne rouge et que cela bouleverserait la relation entre les États-Unis et le Mexique. Il est donc clair que ce type de défense diplomatique fonctionne, mais cela ne peut durer qu'un temps. Savons-nous ce qu'ils veulent faire? Et s'ils parviennent à agir de plus en plus librement dans toute cette région, qu'est-ce qui les empêcherait de mener une action militaire unilatérale ici, au Mexique? Il est difficile d'imaginer ce qui pourrait réellement les amener à s'arrêter, car nous n'avons pas été assez fermes dans notre opposition à toutes leurs autres activités illégales, les exécutions extrajudiciaires, l'enlèvement d'un président, et cet effort pour étouffer l'économie cubaine et provoquer des souffrances massives, une punition collective contre le peuple cubain. Au cours des derniers jours, j'ai vu un certain nombre de vidéos de propagande qui visent clairement, à mon avis, la population américaine. Elles diffusent cette idée selon laquelle les États-Unis doivent apporter, soi-disant, la liberté à Cuba. Mais l'idée que les États-Unis apporteraient la liberté à Cuba est en réalité assez choquante, car les États-Unis ont effectivement contrôlé Cuba pendant un demi-siècle avant la Révolution. Et pour dire la vérité, ils l'ont dirigé comme une dictature, avec une pauvreté de masse, sans démocratie, sans liberté avant la Révolution. Supposons donc que Washington obtienne ce qu'il veut et que Cuba s'effondre. Supposons ce scénario du pire. Qu'est-ce que cela signifierait pour le peuple cubain? Eh bien, si l'on se fie à une partie de la propagande que nous avons vue, cela signifie que des entreprises multinationales américaines viennent s'implanter dans le pays. Il semble penser que la liberté consiste à pouvoir acheter des produits chez Home Depot, par exemple. N'est-ce pas? Vous savez, j'ai vu cette image ridicule où l'on voyait une carte de Cuba recouverte de logos de différentes multinationales américaines. Cela ne ressemble pas vraiment à la liberté, à mes yeux. Vous savez que veulent les gens à Cuba, au Mexique, au Venezuela? Ils veulent le bien-être, ils veulent la stabilité, ils veulent un pays capable de redistribuer la richesse à tous ceux qui y vivent. Vous savez, je connais ce terme, la redistribution des richesses. Il est controversé aux États-Unis, mais il ne l'est pas en Amérique latine. Ce sont des pays très riches. Nous avons tant de ressources et une population hautement éduquée. C'est particulièrement vrai pour les Cubains. Ils ont des médecins, des avocats, des analystes et des spécialistes, tellement nombreux qu'une partie de leurs efforts de solidarité a consisté à en envoyer dans d'autres pays, par exemple pour des campagnes d'alphabétisation ou comme médecins au service de communautés défavorisées qui n'avaient peut-être jamais vu de médecin auparavant. Il y a là un talent incroyable. Mais vous savez, à cause du système international, il n'y a presque jamais de moment ni d'endroit où les gens peuvent réellement profiter des fruits de la richesse de leur pays. Parce que, eh bien, vous avez ces multinationales américaines, par exemple, qui viennent extraire des ressources ou des richesses
ou tirer profit d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, puis ramener toute cette richesse aux États-Unis. Ainsi, la liberté à leurs yeux signifierait exploitation, souffrance, bas salaire et la nécessité de concurrencer des denrées alimentaires fortement subventionnées en provenance des États-Unis, au lieu de soutenir les communautés agricoles locales qui produisent la nourriture dont les gens ont besoin. Ce serait un terrible retour en arrière pour la population cubaine si ce scénario catastrophe se produisait. Vous savez, Cuba est l'un des rares pays où il y a très peu de trafic de drogue, voire pas du tout. Alors qu'ici, par exemple au Mexique, là où je vis, les groupes du crime organisé, à cause du trafic de drogue, sont incroyablement riches et puissants, et ils créent beaucoup d'instabilité et d'insécurité pour la population. C'est l'un des principaux défis auxquels le gouvernement mexicain doit faire face. Ce n'est pas le cas à Cuba. Cuba est en réalité l'un des pays les plus sûrs du monde. Vous savez, ils garantissent l'éducation jusqu'à l'université. En fait, l'université a dû fermer à cause du blocus pétrolier actuel, puisqu'ils ne peuvent pas répondre à la demande pour offrir une éducation adéquate. N'est-ce pas? Donc, toutes ces choses seraient probablement inversées. Si vous voulez avoir une idée de ce à quoi ressemblerait Cuba sous le joug de l'impérialisme américain, regardez Haïti. Haïti se trouve dans cette situation à cause des interventions répétées. Ce n'est pas à cause du peuple haïtien. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes avec l'oligarchie là-bas. Mais à Cuba, il n'y a pas d'oligarchie, car ce n'est pas ainsi que leur économie fonctionne. Il n'existe pas de classe de milliardaires privilégiés qui décident de tout sur l'île. Non, il y a un gouvernement révolutionnaire qui rend des comptes à la population. Donc, pour conclure, pour résumer, le pire scénario possible pour Cuba serait aussi le pire scénario pour la population cubaine. Cela signifierait de la souffrance, plus d'inégalités, moins d'opportunités et très probablement, comme nous l'avons mentionné plus tôt, un exode massif de personnes cherchant un moyen de survivre et de subvenir aux besoins de leur famille. Exactement. C'est vraiment choquant de voir à quel point les grands médias en parlent peu. Je sais que tu as mentionné l'article du New York Times, mais nous n'avons pas vu beaucoup de reportages décrivant la situation ou analysant réellement l'impact de la politique étrangère sur Cuba. Je suppose que c'est parce que la punition collective infligée au peuple cubain depuis plusieurs décennies a fini par être en quelque sorte normalisée. Et je suis assez certain que beaucoup de gens aux États-Unis n'ont aucune idée que c'est à cause des sanctions que Cuba est devenu si économiquement sous-développé. Mais pour être juste, je dois aussi souligner qu'il est frappant de constater que nous n'avons pas non plus vu un soutien très fort à Cuba de la part de nombreux dirigeants latino-américains. Alors, penses-tu que le blocus de Cuba pourrait servir d'électrochoc pour l'Amérique latine? Qu'ils pourraient se dire qu'ils seront les prochains? Et t'attends-tu à voir davantage d'unité en Amérique latine à la suite de cela? Malheureusement, nous ne l'avons pas vu. J'ai pensé un moment que ce genre de position agressive de la Maison-Blanche pourrait servir d'électrochoc comme celui dont vous parlez. Mais nous ne l'avons pas vu. Pendant les mandats de George W. Bush, nous avons vu exactement cela. Il était une figure tellement odieuse ici en Amérique latine que cela a en réalité servi de point de ralliement. Une manière pour les gens de ressentir la nécessité de trouver l'unité et de forger de nouveaux liens au sein de la région à cause de ce que George W. Bush représentait. Une forme d'impérialisme plus dure, plus agressive, illustrée par exemple par son invasion et son occupation de l'Irak. Mais cela ne s'est pas produit ici. Et je pense que c'est en grande partie parce qu'un frisson parcourt l'échine de la plupart des dirigeants ici. Je crois qu'il y a vraiment une inquiétude. Ils craignent d'être les prochains. They could be next. And instead of viewing that situation and saying,
Et au lieu de regarder cette situation et de se dire « ils vont nous éliminer un par un, alors unissons-nous », il semble presque y avoir un instinct de simple survie, faire ce qui est nécessaire. Par exemple, prenons le cas de Gustavo Petro. C'est un homme politique très expressif. Il a beaucoup à dire et utilise ses comptes sur les réseaux sociaux de manière constante et agressive. Mais depuis sa rencontre avec Trump, lorsqu'il s'est rendu à Washington, il est resté plutôt silencieux sur la Palestine, sur les bombardements dans les eaux de son pays et sur Cuba. Je pense qu'il y a là une forme de reconnaissance du fait que s'il adoucit ses critiques, peut-être que la Colombie sera épargnée et que cela pourrait fonctionner à court terme. Le Mexique a essentiellement fait le même pari en disant « nous ne pouvons rien faire qui nuise au Mexique ». Et c'est presque mot pour mot ce qu'a dit la présidente Sheinbaum. Et c'est vrai, cela a tenu les États-Unis à distance, mais seulement à court terme. J'ai soutenu qu'en cédant à court terme, on nuit en réalité au pays à long terme, car ils profiteront de ces faiblesses perçues. C'est comme avec n'importe quel tyran. Dès que vous montrez ne serait-ce qu'un peu de faiblesse, ils vont s'y engouffrer et en tirer parti. Et c'est ce que nous observons dans toute la région, ce qui explique pourquoi d'autres dirigeants politiques ont réagi de la même manière. Par exemple, je cite souvent les propos de Guillaume Long, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Équateur sous Rafael Correa, qui souligne que c'est le moment pour nous de reconstruire ces institutions régionales, de déterminer ce qui leur manque afin de présenter un front plus uni face à cette agression. Et j'ai soutenu que si ces organisations ne veulent pas ou ne peuvent pas être reconstruites pour le moment, ce qui est sans doute difficile à imaginer, étant donné qu'il y a des Bukele et des Noboa à la tête de pays de cette région du monde, et un caste au Chili, tous plus qu'enclins à tout remettre entre les mains des États-Unis, eh bien, il sera très difficile de parvenir à un tel accord. Identifiez vos alliés et formez des coalitions ad hoc si nécessaire, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai entendu parler de cette proposition qui a été évoquée lors de la conférence nord-américaine à laquelle j'ai assisté à Bogota, où l'on disait pourquoi les pays producteurs de pétrole de cette région, la Colombie, le Brésil et le Mexique, qui disposent d'importantes réserves, ne créeraient-ils pas une organisation semblable à l'OPEP afin de placer cette ressource sous le contrôle collectif des dirigeants régionaux pour pouvoir l'utiliser de manière concertée? Parce que sinon, il va les affaiblir un par un. Mais s'il existe un pacte, il pourrait alors dire « Nous contrôlons le pétrole dans cette partie du monde et nous sommes tout à fait disposés à entretenir une relation commerciale avec les États-Unis à condition que vous mettiez fin à votre blocus de Cuba et que vous nous permettiez de leur fournir du pétrole. » Ce serait une position de négociation bien plus forte que ce que nous voyons actuellement, où chacun essaie essentiellement de survivre de son côté. José Luis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir et j'ai hâte de vous recevoir à nouveau dans l'émission. Oh, je serais ravie de te rejoindre à nouveau. Et félicitations pour ton excellent travail. Je sais qu'il est très difficile de créer une chaîne et il semble que tu fasses vraiment du bon travail. Félicitations. Merci.